Retour sur le plateau TV de Pollutech avec une invitée de marque, Corinne Lepage, bonjour, ancienne ministre de l'écologie. Vous avez fait un petit tour de Pollutech aujourd'hui. Quel est votre premier ressenti? D'abord, je dirais que je n'en ai fait qu'un petit tour parce que c'est immense. Et j'ai toujours un peu la même impression quand je viens à Pollutech Lyon, parce que ça fait 20 ans que je viens à Pollutech. C'est le plaisir dans un monde quand même où le pessimisme domine, de voir combien sur le plan de nos entreprises, les innovations et les changements interviennent. Moi, je suis quand même très frappée de la différence qu'il y a entre ce qui se passe réellement sur le terrain, chez nous, en France aujourd'hui, les vrais changements qui se produisent, et puis cette espèce de pesanteur qu'on a à un niveau national où on a l'impression que rien ne change et qu'on ne bouge pas. Voilà. Énormément de monde dans les allées depuis 3 jours. Énormément. J'ai visité quelques halls tout à l'heure. C'est impressionnant. Oui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'innovations, tout ce qui touche autour de la ville durable, du transport durable. On voit que l'imagination commence vraiment à être au pouvoir et qu'on commence à avoir des modèles économiques qui pourraient bien fonctionner. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un vrai changement de société. Pour moi, on est à minima l'équivalent du passage du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est-à-dire qu'on change complètement de monde. Et on en voit ici un certain nombre de prémices. Et je pense que ça devrait inciter à une vraie réflexion sur le plan des grands choix de politique économique. Parce que nous nous donnons beaucoup de mal pour essayer de garder les emplois dans des entreprises et des activités qui sont très traditionnelles. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt mettre de l'argent sur la reconversion de ces entreprises-là et le développement de toutes celles qui sont ici. De toute l'économie verte. On a dit que l'environnement, enfin le secteur de l'environnement et les métiers de l'environnement avaient mangé leur pain blanc après le Grenelle et que la crise allait balayer tout ça. C'est pas le constat que vous faites, effectivement. Il y a un pouvoir de résistance de ce secteur parce qu'effectivement on change de monde, donc c'est plutôt rassurant. J'espère, parce que si c'était pas le cas, ça serait vraiment à pleurer. Les solutions, on sait qu'on va vivre différemment. On va vivre avec moins de matières premières, on va vivre alors, je l'espère, avec moins d'énergie, mais ça c'est un vrai sujet. On va vivre avec des modèles de déplacement qui ne seront plus les mêmes, des modèles d'habitat qui ne seront plus les mêmes, des activités économiques qui changent. Et tout ceci fait qu'évidemment, il faut avoir les industries qui vont avec. Donc, si ce changement ne se fait pas maintenant, alors qu'il se fait ailleurs, eh bien, la France va aller encore beaucoup plus mal qu'elle ne va aujourd'hui. On est à un moment clé de la politique avec les assises qui s'ouvrent aujourd'hui. Je ne trahirai pas un secret en disant que les gens qui scrutent le monde de l'environnement se posent des questions quand même sur la volonté politique, en tout cas l'opportunité politique d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? Je vais vous dire, d'abord, moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait que des assises de la transition énergétique. Je pense que ce qui se passe à Pollutech ici me renforce dans cette idée. On a besoin d'assises de la transition économique. C'est tout notre modèle industriel qui est en train de changer. L'énergie en fait partie, est un élément majeur, mais n'est pas le seul, et je dirais qu'il irrigue tous les autres. Par exemple, toute la question de la matière première secondaire, c'est-à-dire des déchets. C'est une question qui est à la fois sur les filières industrielles et sur le modèle énergétique. Donc c'est très dommage de séparer les sujets. C'est bien de la transition économique dont il est question et pas seulement de la transition énergétique. Oui, mais la transition économique, c'est le rapport gallois, c'est ce qui a été dit il y a un mois. Ça veut dire que, et on sait quelle est la place de la transition écologique, elle est insuffisante à vos yeux. C'est pas la question de faire plaisir aux gens qui défendent l'écologie. La question, c'est de savoir où est l'intérêt de la France aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons créer de la valeur, créer de la richesse, employer nos populations et faire en sorte que les ressources formidables qu'a ce pays et qu'on a tendance à oublier soient les mieux sauvegardées d'une part et valorisées d'autre part. C'est ça le vrai sujet. Donc, si nous ne mettons pas le turbo sur toutes les activités qui nous permettent de le faire, sur toutes ces nouvelles filières industrielles qui ne demandent qu'à se développer, vous avez dans ces allées plein de start-up qui ont des projets formidables et qui disent tout, oui, mais on n'a pas d'argent pour les mener à bien. Si vous n'avez pas du financement qui se met sur ces entreprises-là et qu'on continue à se focaliser d'abord sur les très grands groupes
Deuxièmement, sur une forme d'énergie qui, pour moi, est celle du XXe siècle, qu'il s'agisse de l'énergie fossile ou de l'énergie nucléaire, on va louper le coche. Pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe au Japon, regardez ce qui se passe en Corée du Sud. Mais cette hégémonie des grands groupes, cette vision très traditionnelle de l'économie, vous n'êtes pas la seule à la dénoncer. Il n'y a personne qui peut faire bouger les lignes et qui peut faire comprendre à ceux qui nous gouvernent qu'ils se trompent de direction. Écoutez, ça, je ne saurais pas répondre directement à cette question, mais je crois que nous avons un vrai problème dans la représentation de tous ceux qui défendent ce nouveau modèle. Je ne parle pas uniquement dans un domaine politicien. Je parle de tous ceux qui, dans la société, sont porteurs de ce nouveau monde qui est en train d'apparaître. Vous savez, c'est un peu comme sur un marché, vous avez les nouveaux entrants et puis vous avez ceux qui occupent le marché. Ceux qui occupent le marché ne veulent surtout pas sortir. Bien, on est un peu en face de cela dans la société française aujourd'hui. Vous avez tous ceux qui sont aux manettes et qui ne veulent surtout pas que les autres arrivent. Or, les autres, c'est précisément les jeunes, c'est les innovants, c'est tous ceux qui ont une vision du XXIe siècle. Et parce que nous sommes peut-être un pays un peu vieillissant, nous avons encore une vision qui est terriblement marquée par le XXe siècle. Et les entreprises françaises en souffrent, notamment les start-up qui sont dans les clean tech, par exemple, qui ont du mal à émerger face à l'hégémonie des grands groupes. Ces grands groupes, ils ont une responsabilité. Si ce ne sont pas les gouvernants qui prennent ces décisions, eux peuvent les prendre. Que disent-ils, les grands groupes? Ils veulent continuer sur le même modèle ou ils font des efforts? Les grands groupes, rien n'est jamais tout blanc et rien n'est jamais tout noir. Chaque grand groupe va pouvoir vous dire, moi j'ai mené telle et telle action, et c'est vrai que c'est bien, c'est un bon exemple, c'est une belle pratique. La question, c'est l'ensemble. La question, c'est que nos grands groupes, sauf les sociétés qui restent à capital public majoritaire, ont des comptes à rendre à des actionnaires, on le regarde sur la manière dont les agences de notation les regardent, sur leur cote boursière, sur les exigences nombreuses et variées en matière financière et par voie de conséquence ont la même vision de court terme que tous leurs concurrents. Or, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est précisément ce court-termisme, d'une part, et le fait que nous avons une comptabilité très partielle, d'autre part. C'est-à-dire que quand nous détruisons les ressources, quand nous rendons les gens malades, quand nous sacrifions l'avenir, même quand nous avons une dette colossale, eh bien, tout ceci va être payé à un moment du temps, seulement ce n'est pas pris en compte au moment où la décision est prise. Et c'est de tout cela dont nous sommes en train d'être véritablement très malades. C'est ça dont il faut sortir. Vous parlez d'énergie, deux questions d'actualité, j'aimerais avoir votre point de vue. D'abord sur le nucléaire. Ça a été un élément de débat pendant la campagne présidentielle. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'on est dans un rêve total quand on parle de créer un mix énergétique avec des énergies renouvelables qui auraient une part beaucoup plus importante? Ou est-ce qu'il faut continuer dans cette idée-là et baisser significativement la part du nucléaire? Si vous voulez, moi je suis là aussi en tant que députée européenne assez catastrophée du retard que la France accumule dans ces domaines. Quand je vois que l'Allemagne, qui avait beaucoup moins de renouvelables que nous, elle était à 4-5%, est aujourd'hui à peu près à la même chose que nous, et vise à être à 30% en 2020, tandis que nous avons pris des engagements au Grenelle à 23 que nous savons que nous ne tiendrons pas, parce qu'on en est très loin et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les tenir. J'enrage parce que je me dis que ce n'est pas seulement le fait de ne pas remplir nos engagements, c'est toutes ces entreprises françaises qui ont tout ce qu'il faut en termes d'ingénierie, en termes d'intelligence, pour être sur ces marchés, être leader sur ces marchés, ben, elles n'y sont pas. Voilà, et que donc on est en train de louper complètement le coche de cette reconversion économique dont je parlais tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que le nucléaire continue à tenir manifestement la corde. Et le fait, par exemple, aujourd'hui, dans ces assises qui commencent, que ceux qui représentent les énergies renouvelables, le syndicat des énergies renouvelables, ne soient même pas dans les 104 qui vont constituer cette espèce de parlement de l'énergie, on est tombé sur la tête. Ça veut dire qu'on s'en fiche éperdument et qu'en réalité, les choix sont déjà faits et qu'on pourrait presque écrire ce qui va en sortir. Donc voilà, je pense qu'on est en train de rater quelque chose qui est absolument majeur, qui est précisément ce grand tournant que nous devons prendre. Bon, quant au nucléaire, moi je ne suis pas une grande amie du nucléaire et surtout je trouve que le coût du nucléaire devient franchement hors de nos moyens. Quand vous savez que M. Lacoste, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, en quittant ses fonctions, nous a laissé comme testament qu'un accident nucléaire en France, ça coûterait 700 milliards d'euros, 700 milliards d'euros, je répète le chiffre,
et qu'il n'y a pas le début du commencement d'une assurance au-delà d'1,5 milliard d'euros, bah, on se dit qu'il y a peut-être un problème. Ce serait le tiers de la dette de la France. C'est monstrueux. Ça pourrait mettre la France par terre, oui. Bah oui, sans compter les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut être un peu rationnel. Et ce qui me paraît très gênant dans tous ces débats, c'est qu'on n'est pas dans la rationalité, on n'est pas chiffre contre chiffre, on n'est pas évaluation contre évaluation, on est dans un système de dépipé et on n'arrive pas à en sortir. Deuxième sujet d'actualité, le gaz de schiste. Alors on entend beaucoup de choses là-dessus. On dit que la nappe, enfin que le sous-sol français renfermerait pour l'équivalent d'une centaine d'années de gaz naturel. Ce serait quand même de toute façon un gisement qui ne serait pas inépuisable. On avait pensé le dossier enterré, mais c'est maintenant un non-mais. Les écologistes pèsent peu dans la balance. Quel est votre point de vue sur la question? Je vais vous dire, on a eu un grand débat au Parlement européen cette semaine là-dessus. Nous avons voté une résolution qui n'est pas allée jusque là où je voulais, parce que je voulais un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste et de la faute du PPE. Je dis au passage que l'UMP et l'UDI ont voté contre le moratoire. Il faut quand même que les Français le sachent. Eh bien, nous n'avons pas de moratoire, mais le texte est pas mal. Je dirais qu'il y a deux débats. À l'heure où commence la conférence de Doha, où je serai la semaine prochaine, où nous voyons que nous allons vers une catastrophe majeure, et tout le monde le sait. Je veux dire par là que c'est sur la table. Qu'aujourd'hui, nous sommes à des évaluations de 4 degrés en 2050, c'est-à-dire des centaines de millions de morts, c'est-à-dire des territoires entiers qui vont disparaître, c'est-à-dire des menaces de conflit, sans parler de toutes les questions relatives à la biodiversité et à l'alimentation humaine. Notre seul espoir, c'est de pouvoir exploiter ce qu'on appelle des ressources non conventionnelles pour pouvoir continuer dans la société pétrolière encore un peu plus. Alors c'est encore un peu Monsieur le bourreau pour mieux se suicider. Enfin, c'est là où on en est. Donc le premier problème des gaz de schiste, en France et ailleurs, c'est qu'on rajoute des dizaines d'années d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels, alors que la réduction des réserves de pétrole nous permettait d'espérer de passer à la société post-pétrolière. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment on fait. C'est le fracking, c'est-à-dire la fracturation hydraulique, dont les conséquences sont absolument insupportables sur le plan sanitaire et environnemental, également sur le plan économique pour les autres activités. Et aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a pas d'autre manière de faire. Il y en aura peut-être, pour le moment, il n'y en a pas. Par voie de conséquence, dans un pays comme la France, où l'activité agricole et agronomique est tellement importante, où nous avons la chance d'avoir des paysages et des sites naturels et culturels que le monde entier nous envie. Je rappelle quand même que nous sommes la première destination touristique au monde. De vouloir saccager nos espaces, utiliser nos eaux, polluer nos sols, détruire nos paysages pour avoir un peu plus d'hydrocarbures me paraît totalement déraisonnable. Corinne Lepage, merci d'être venue. Alors, je sais que vous repartez sur Paris vers 4h30. Vous êtes invitée d'Europe 1 ce soir. Oui, sur quel sujet? Sur ces sujets-là, justement. Ah bah écoutez, si vous voulez prolonger le débat avec Corinne Lepage, vous écoutez Europe 1, c'est entre 19h-20h. 19h-20h. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Et j'espère à l'an prochain sur Polytech. On se retrouve dans quelques instants avec Fidarec et un sujet qui intéresse beaucoup de gens, l'affichage environnemental.